Hello tout le monde, merci d'être connecté aujourd'hui pour écouter cet épisode de podcast. Je ne suis pas toute seule aujourd'hui, j'ai une invitée d'honneur. Je vais accueillir du coup dans cet épisode de podcast Laetitia, Énergie Animale, qui a un métier que vous ne connaissez peut-être pas et qui va vous permettre de pouvoir le découvrir, mais aussi de découvrir qui est cette personne. Donc je vais te donner la parole. Merci d'être présente aujourd'hui Laetitia. Merci à toi. Bonjour à tout le monde. Donc, pour la petite présentation, je m'appelle Laetitia Guglielmini. J'ai mon activité qui s'appelle Énergie Animale, puisque je suis énergéticienne animalière. Mon objectif à travers mon entreprise, c'est de créer du lien entre les humains et les animaux, de valoriser ce lien et d'accompagner les animaux dans leur bien-être en donnant des petites astuces à leurs humains pour que eux ensuite puissent les accompagner en toute autonomie. Donc pour ça, je propose des séances énergétiques, des communications animales et à terme des petits ateliers pour aider encore plus les humains justement à gagner en autonomie sur ces différents points. Très bien. Eh bien, écoute, c'est super intéressant parce que je suis sûre que plein de personnes qui ont des animaux à quatre pattes ne savent pas forcément qu'il existe plusieurs solutions. On n'est pas obligé de chercher forcément un médicament. Par exemple, moi, je te donne un exemple. Ma chienne, c'est un exemple très actuel parce que j'ai fait de la route avec elle il n'y a pas longtemps. Elle est très stressée en route. Elle aime pas le transport, même si c'est pour 10 minutes, 15 minutes, etc. Et parfois, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle veut nous dire, en fait les caresses, ça lui va pas. S'arrêter pour qu'elle puisse se balader, ça lui va pas. Donc, parfois, on a ce frein, effectivement, du langage, mais aussi tout simplement des réflexes animaliers qu'on comprend pas toujours et qu'on essaye parfois de transposer à ceux des humains, où on peut se dire, fait exprès, ou alors elle fait un caprice ou autre. Alors que quand on a des professionnels qui savent utiliser les bons outils, les bons moyens pour pouvoir nous dire comment restaurer un lien ou comment comprendre ou mieux accompagner notre animal, écoute, ça fait plaisir parce que parfois on se sent démuni. Donc, est-ce que toi, par exemple, ça a été l'un des déclencheurs ou l'une des idées pour lesquelles tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat ou ça n'avait vraiment rien à voir avec ce besoin de mieux communiquer finalement avec les animaux qui t'entouraient déjà? Alors, écoute, depuis toute petite, déjà, je voulais travailler avec les animaux, quoi. Et puis, mes parents n'étaient pas vraiment chauds à cette idée de faire un métier passion qui me prenne beaucoup de temps pour pas forcément beaucoup d'argent. Hein, c'est le principe des métiers passion. Donc, j'ai fait des études supérieures assez longues. Je suis devenue juriste, figure-toi. Et puis j'ai eu des événements majeurs qui ont fait que j'ai remis beaucoup de choses en question dans ma vie. Donc je suis revenue à mes premiers amours. C'est donc une reconversion professionnelle. Et effectivement, pour revenir à ta question vis-à-vis de mes animaux, j'ai commencé à utiliser tout le pan énergétique sur mes propres animaux. Je me suis formée en parallèle dans des formations professionnelles. Et puis, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que c'est ce que je faisais déjà, moi, dans mon quotidien, qui serait le plus à même d'aider les personnes de mon entourage et ensuite une clientèle plus élargie, puisque c'est aussi ma zone de confort et ce en quoi je suis le plus douée, quoi. Super. Alors, effectivement, tu as retrouvé la voie finalement de ta vraie passion initiale, même si ça devait être challengeant. Effectivement, ça devait être quelque chose parfois même un peu d'inconfortable, d'avoir un peu les jugements de la famille ou des personnes qui disent mais tu devrais plutôt choisir la sécurité financière avant tout. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ça fait encore partie de tes challenges? Est-ce que tu as parfois l'impression de devoir encore prouver que ton métier a sa place et a autant de valeur que les métiers qui sont dits conventionnels, médecin, voilà, où tu te dis fonctionnaire, où tu te dis, voilà, il y a de la stabilité. Et est-ce que tu as aussi d'autres challenges qui sont venus depuis que tu as créé ton entreprise et que tu aimerais bien partager avec nous? Alors, le métier d'énergéticienne animalière sort déjà naturellement du lot. C'est pas quelque chose qu'on va retrouver à tous les coins de rue, comme tu parles de fonctionnaires, boulangers, etc. Donc, c'est déjà challengeant en soi d'avoir, tu parlais de situation financière, de stabilité, aussi bien auprès de sa clientèle que dans l'activité quotidienne, de ne pas avoir des hauts et des bas. Et à côté de ça, je pars du principe
que tout arrive pour une bonne chose dans la vie, ou en tout cas pour nous faire grandir. Donc, il y a des hauts et des bas, ça fait partie de la vie. Il y a des problématiques de stabilité financière parfois, et justement, ça permet de réfléchir à certains points, à nous faire grandir et à nous faire rebondir par la suite. Donc, il y a vraiment cette ambivalence où effectivement, j'ai mes propres peurs, mais j'arrive aussi à prendre du recul pour me dire, OK, la vie peut m'enseigner ça et il n'y a pas de souci, je vais l'analyser et l'assimiler pour grandir de mon côté. Après, les autres challenges, ça va plutôt être, alors bien sûr, le regard des autres. Il y a beaucoup de personnes qui sont, j'allais dire qui sont terre à terre. C'est pas du tout négatif. Moi, la première, j'ai fait des études juridiques assez poussées, donc forcément, si on m'avait dit que 10 ans plus tard, je finissais énergéticienne animalière, j'aurais été la première à pouffer de rire. Et, et c'est absolument pas un problème qu'il y ait des gens qui y croient pas, qui soient complètement fermés, parce que chacun a besoin de passer par diverses expériences et chacun a besoin d'avoir son propre point de vue, ses croyances aussi, pour avancer dans la vie. Et donc, ça peut être un challenge et en même temps, je me dis que c'est OK. Si les gens, ça leur parle, ils viendront vers moi. Si ça leur parle pas, ils viendront pas. Et c'est tout aussi bien, en fait, parce qu'il faut de tout pour faire un monde. Totalement. Et ça, c'est le lot de tous les entrepreneurs, pas forcément que dans ton domaine d'activité. Effectivement, c'est aussi d'accepter que tout le monde ne réagira pas forcément à ce qu'on proposera, même si on propose la meilleure offre du monde, même si on a l'impression de pouvoir aider tout le monde. C'est pas forcément ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de faire bien notre travail et d'attirer les personnes qui matchent vraiment avec ce qu'on propose. Donc, merci à toi pour ce partage. Et il y a peut-être des personnes qui se disent « Ah bah moi aussi j'aimerais quitter la robe d'avocat ou alors déposer mon statut de juriste sur la table et me lancer en tant qu'énergéticienne animale. » Donc ça va peut-être résonner en elles et peut-être que c'est quelque chose qui leur donnait envie depuis longtemps. Selon toi, quels sont vraiment les points de vigilance, voilà, les choses que tu aimerais partager pour que, si tu en as par exemple 3 ou même moins, mais des choses vraiment très importantes qu'il faut avoir à l'esprit quand on veut se lancer dans ton activité? Le premier point qui me vient à l'esprit, c'est le fait qu'il y ait déjà un travail de fond de développement personnel qui soit fait. Quand on travaille en énergétique, j'allais dire, on donne une part de soi. Ouais. On donne une part de soi dans tous les métiers qu'on fait et d'autant plus dans les métiers passion. Mais là, pour le coup, ça va être un sujet un peu plus touchy. Donc, au même titre qu'un psychologue ou un accompagnant, en fait, que ce soit de médecine alternative ou conventionnelle, je pars du principe que quand on vient accompagner pour apporter du bien-être, on se doit nous-mêmes d'être dans cet état et d'être nous-mêmes accompagnés justement pour pour ne pas avoir une vision biaisée sur certaines situations qui vont nous renvoyer des mauvais souvenirs ou ce genre de choses. Ça, je pense que c'est un gros point de manière générale quand on est accompagnant en fait. Quel que soit le métier et quel que soit le domaine. Et d'autres points de vigilance, je pense que c'est apprendre à faire la part des choses entre les gens qui vont nous critiquer et faire attention à ne pas le prendre de manière personnelle, parce que c'est une critique non pas vis-à-vis de nous, mais vis-à-vis de notre activité. Et justement, se dire que si notre travail ne plaît pas à tout le monde, c'est OK. Et comme je le disais, ça fait partie de la vie. Chacun a ses propres convictions et ses propres points de vue et c'est à nous de l'accepter, en fait, pour avancer sur notre propre chemin. Et ça, c'est l'un des points qui peut faire le plus mal au début parce que tu te dis, bah, moi, je sais que ce que je fais, c'est bien, je sais que ce que je fais, c'est carré, je sais que je suis pas une arnaqueuse ou autre. Et avoir des personnes qui ont un avis tranché vis-à-vis de ce que tu proposes sans même savoir exactement en profondeur comment tu travailles, ce que tu proposes, bah, parfois, ça fait mal à l'ego et aussi plus fort, enfin, j'ai envie de dire au petit enfant qu'on est à l'intérieur qui a besoin toujours de prouver, je suis assez grand, je suis légitime, j'ai ma place. Donc, bah, c'est un point, je pense, qui peut tous nous toucher. Je ne sais pas si toi, personnellement, tu as vu quelques erreurs ou alors des personnes qui sont dans ton domaine d'activité qui ont parfois, justement, peut-être suivi des conseils qui n'étaient pas très adaptés, par exemple, je ne sais pas, d'une manière de communiquer qui n'était pas fidèle à eux-mêmes et qui, après, bah, du coup, derrière, ont fermé leur entreprise.
Mais moi, personnellement, je l'ai vu plusieurs fois. Des personnes qui, justement, pour ne pas avoir de haters ou pour, tu vois, qu'ils aient un profil parfait ou attirer le maximum de clients, vont respecter des codes de communication qui ne leur ressemblent pas et qui, à la fin, finissent épuisés, ont l'impression que même s'ils ont le chiffre d'affaires qu'ils voulaient, ben, en fait, ils n'ont plus le temps pour eux et puis ils s'éloignent de leur passion. Donc, voilà, moi, je trouve que ça fait partie des erreurs un peu de suivre un peu les tendances qui nous permettent pas de nous retrouver à la fin. Mais est-ce que tu as en tête des erreurs peut-être plus adaptées à ton domaine d'activité ou que toi, tu as peut-être commises, que tu dirais à une personne qui souhaite se lancer dans ton métier, de ne pas commettre ou alors d'éviter de commettre? La première chose qui me vient à l'esprit, ce serait justement ces fameuses croyances limitantes. Donc ça revient sur ce que tu viens de dire, d'avoir des croyances, des idées préconçues où on se dit: «Il va falloir faire ça et ça et ça». Typiquement, on est dans une société où on part du principe que si on n'est pas sur les réseaux sociaux, on a, une entreprise qui ne démarrera jamais. Alors que ça aussi, ça fait partie des croyances limitantes, d'autant plus dans le milieu de l'énergétique où il y a beaucoup de bouche à oreille, même si quand on prend du recul, on se rend compte que quasiment tout fonctionne au bouche à oreille. Et je crois que c'est la première problématique en fait sur laquelle il faut travailler, de prendre du recul par rapport à ces croyances et de se dire que non, en fait, notre activité, on l'a créée pour qu'elle nous ressemble. Et on rejoint un petit peu le principe du slowpreneuriat. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, où l'idée, c'est que notre activité part de nous et donc on reste dans notre zone de confort, on fait quelque chose qui nous ressemble. Et si ça ne parle pas aux gens, ben, tout compte fait, c'est un mal pour un bien, parce que ce sont les bons clients qui vont être attirés par nous et ceux dont notre activité ne leur parle pas, ben, c'est justement que c'est des gens qui ne sont pas faits pour faire partie de notre clientèle en fait. Mais ça nécessite de prendre du recul sur son propre fonctionnement, sur ses propres peurs et de se dire, «OK, moi ce qui me parle, c'est de travailler comme ça, mais tout le monde me dit: "Ah non, non, il faut absolument que tu ailles dans cette direction-là"». Et justement, ne pas, subir les injonctions sociétales et entrepreneuriales et suivre son cœur et ce qui résonne vraiment au fond de nous. Je pense que c'est, pour moi, la première, hein, c'est aussi c'est le plus compliqué. Tout à fait. Mais écoute, j'espère que ça pourra aider, là où les personnes qui nous écoutent, derrière cet épisode de podcast, pour, bah, finalement trouver, ce qui leur convient vraiment. Parce que c'est le plus difficile, hein. Au début, on veut tout tester, au début, on veut tout faire et puis après, on se rend compte qu'il y a des choses qui ne matchent pas et le slowpreneuriat, je trouve que c'est plus durable. En tout cas, ça, c'est mon avis. C'est plus durable que l'entrepreneuriat à la dure où tu te dis: «Moi, il faut que je travaille 60 heures par semaine, il faut que je fasse un maximum de chiffres, il faut que je fasse des séances, à gogo». Et puis au bout d'un moment, tu perds cette efficacité tout simplement parce que tu laisses même pas le temps à ton corps de se régénérer, d'avoir de nouvelles idées. Il faut laisser la place aussi au vide et l'accepter. Moi, c'était mes difficultés au début, c'était vraiment, je voulais qu'il n'y ait aucun vide, tu vois. Ma semaine, il fallait qu'elle soit complète, il fallait que j'ai plein d'appels, il fallait que je m'occupe toujours de quelque chose. Et je ne laissais pas suffisamment le temps à mon cerveau de générer de nouvelles idées et finalement de prendre du recul sur mon activité. Donc, voilà, pour le côté business, on se rejoint aussi là-dessus. Moi, je suis à fond pour le slowpreneuriat. Maintenant, on va rentrer sur le côté qui fait parfois faire la grimace, le côté juridique. Avant de lancer tes services, avant de proposer ce que tu fais, tu as dû réfléchir quand même à la forme. Comment je vais le faire? Sous quelle forme? Est-ce que je vais être en société? Est-ce que je vais être en micro-entreprise? Donc, comment est-ce que tu as choisi ton statut juridique et est-ce que tu as été accompagné pour ça? Alors, là aussi, ça a été une petite aventure. Au départ, il y a 1 an de ça, pour le coup, il y a vraiment 1 an, quasiment jour pour jour, j'ai découvert le fonctionnement des CAE, qui sont des coopératives d'activité et d'emploi, et le côté, de l'économie sociale et solidaire me parlait énormément. Donc j'ai décidé de rentrer dans une coopérative d'activité et d'emploi, à côté de chez moi. J'y suis restée quasiment 6 mois. Ça s'est mal passé, pour des raisons, pour le coup, aussi bien personnelles que professionnelles. Donc c'est pas la faute de la coopérative, c'est aussi la mienne. Il y a plein de choses qui ne matchaient pas et tout compte fait, ça ne me convenait pas. Et en quittant la coopérative,
Il y a eu pour le coup, cette fois-ci, un vrai questionnement du statut juridique qui serait le plus adapté. Donc j'ai pris un rendez-vous avec une expert comptable sur une bonne heure. Je lui ai expliqué tout mon parcours, tout ce qui concernait mes attentes, aussi bien en termes de vie privée, de vie professionnelle, mes objectifs, mais aussi sur le plan financier. Et donc, on s'est mis d'accord sur le fait que le statut qui était le plus adapté dans mon cas à l'instant T, parce qu'il est susceptible d'évoluer, à l'heure actuelle, c'est la micro-entreprise. Donc, je me suis mise en micro-entreprise. Pour l'instant, ça me convient parfaitement bien. Et ensuite, l'avenir nous dira si j'ai besoin d'évoluer ou pas vers une autre forme de statut juridique. Mais c'est pas, c'est le futur. Et le futur n'existe pas encore. Donc, pour Totalement. l'instant, Et au voilà. moins, tu as pu vérifier que c'était bien adapté pour toi aujourd'hui. Et j'aimerais Exactement. rebondir sur ce que tu as dit, ça peut évoluer. Donc, tous les ans, au moins, au minimum, faire le point. La fin d'année, c'est toujours assez propice. Regardez, est-ce que on a plus de charges? Est-ce qu'on a envie de développer notre projet et du coup, avoir des activités qui vont nous demander plus d'investissement ou alors plus de sécurité financière, une envie de grossesse ou autre. Donc, ça peut évoluer. Et ça peut évoluer dans tous les sens. On peut commencer en société, passer en micro-entreprise, etc. Donc, il n'y a pas de bon et de mauvais statut. Il y a juste la question de la rentabilité à étudier et voir si ça nous enlève de l'énergie ou si ça nous en apporte. Donc, très bien, merci. Et au niveau du juridique, pour rester dans cette thématique, tu as dû réfléchir sur ton choix du statut. Mais est-ce que pour toi, c'était une évidence, la mise en conformité? Est-ce que tu étais déjà sensibilisé ou tu avais déjà vu des informations sur, voilà, il est obligatoire d'avoir certains types de documents, de se protéger d'une certaine manière? Ou est-ce que ça s'est fait un petit peu par la suite, où tu as du coup entendu parler de ça après t'être lancé? Alors, mon côté juriste, forcément, appelé à une mise en conformité, à ce que j'ai quelque chose de carré pour démarrer. Et déjà, en coopérative, on avait toute la partie administrative, fiscale, financière qui était créée et mise en application par une équipe qui nous soutenait. Donc, j'étais déjà sensibilisée à tous ces points-là. Et ensuite, quand je suis passée en micro-entreprise, il y a un semestre de ça m'a paru évident en fait que dès le lancement, il fallait que j'ai une mise en conformité pour que, euh, pour que tout rentre dans les clous dès le départ en fait. Mais c'est peut-être aussi mon côté juriste, tu vois, qui ressort avec les vieux défauts professionnels, enfin, qui n'est pas un défaut en soi, hein, mais qui peut le paraître pour beaucoup de monde, d'avoir quelque chose de carré en partant de zéro, en fait. Mhm. Et bien, justement, c'est quelque chose de bien. Finalement, tous les chemins t'ont amené aussi à, certes, te lancer dans un métier passion, mais aussi utiliser, c'est pas perdu, en fait, tout ce que tu as utilisé comme réflexe, Bien sûr. tout ce que tu as appris, ça se recycle dans ta vie. Je ne sais pas si toi, ça a fait partie aussi des éléments qui ont dû te donner envie de le faire, en tout cas rapidement. Il y avait le côté où tu savais déjà que c'était obligatoire et qu'il fallait se mettre en conformité. Mais est-ce que tu es déjà tombé sur des situations où, voilà, avec un client c'était compliqué, ou alors tu as déjà entendu parler de cas de figure où il y a eu des litiges clients, des demandes de remboursement, ou bref, des situations où tu t'es dit, ah, ça me rappelle qu'il faut absolument que je sois protégée, ou alors de sensibiliser les autres à le fait qu'ils soient obligés d'avoir certains documents pour ne pas avoir des situations problématiques qui leur arrivent. Est-ce que tu en as déjà entendu parler? Est-ce que tu as déjà eu des anecdotes comme ça à partager? Ou alors, c'est pas forcément arrivé dans ta vie pour l'instant? Alors, cette volonté de conformité n'est pas liée à des problématiques que j'ai rencontrées, mais plus à des questionnements et à des craintes. Typiquement, j'ai commencé forcément avec mon entourage proche et avec des amis. Et j'avais pas envie, en fait, que la relation professionnelle se mélange à la relation amicale et qu'il puisse y avoir des bisbilles qui nous impactent. Donc le fait de, tout mettre en conformité dès le départ et de se dire: «OK, dans ce laps de temps, on n'est plus des amis, on est dans une relation professionnelle». Où moi je me retrouve face à une cliente et non plus, face à une amie. Ça m'a permis moi de gagner en sérénité et de me dire: «S'il se passe telle chose, il y aura de toute façon les contrats qui seront là derrière pour pouvoir me soutenir». Au même titre qu'elle, elle sait ce qu'elle a le droit de faire et ce qu'elle n'a pas le droit de faire en tant que cliente et ça permet de mettre des garde-fous vis-à-vis de notre relation.
Donc ça, c'est mon côté personnel, enfin, mon expérience personnelle. Et ensuite, par rapport à d'autres professionnels, je sais que dans le milieu de l'énergétique, il y en a beaucoup qui ne facturent pas. Il y en a beaucoup qui mettent des CGV pour dire qu'ils ont mis des CGV. Donc en fait, quand on les lit, ça bon, j'ai pas envie de me moquer, mais c'est vrai qu'on se dit, «Ouh là, il y a peut-être quelques problématiques juridiques, quand on regarde ça». Et ça m'a d'autant plus incitée, moi, à être sûre d'être mise en conformité, puisque c'est déjà un métier où on peut être facilement attaqué de par la réputation, sur le plan juridique. Enfin, au-delà du fait que les gens n'y croient ou n'y croient pas, ça reste quand même un domaine touchy. On va pas se le cacher. Donc pour moi, le fait d'être en conformité, ça ne pouvait que m'apporter en sérénité et c'était une évidence en fait. Voilà. Totalement. Bah, écoute, c'est tout à fait vrai et même pour tous les autres métiers, de développement personnel, même sans être en lien avec, les animaux. On parlait aussi des similitudes avec le domaine de thérapeute, de la thérapie, humaine, du coup. On peut avoir besoin justement, ne serait-ce que pour se protéger, mais aussi pour rassurer les autres, de se dire: «Moi, je suis carré. Regardez mes règles, je ne vous cache rien et vous pouvez appliquer telle ou telle chose», donc ça peut rassurer. Merci Laetitia d'avoir participé à cet épisode de podcast. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à découvrir du coup ton domaine d'activité et puis savoir quelles ont été tes étapes avant d'arriver là où tu es aujourd'hui. Félicitations aussi pour tout ça. Où est-ce qu'on pourrait te retrouver si on a, comme moi, des problèmes avec notre animal qui est stressé à certains moments et on ne sait pas comment communiquer avec lui, le comprendre? Comment on fait pour pouvoir travailler avec toi et bénéficier de tes services, Laetitia? Pour l'instant, je suis présente sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram. J'ai un site internet également qui est en construction, donc je ne vais pas m'attarder sur ce point-là. Mais la manière la plus simple, ce serait de me contacter, sur ma page Facebook ou ma page Instagram Énergie Animale et de me contacter en message privé ou alors, via, ma page Google Business où il y a, mon numéro de téléphone et également mes coordonnées de mail. Voilà. Très bien. Eh bien, en tout cas, j'espère que ça aura donné envie aux personnes de découvrir ce que tu fais, de faire appel à tes services. Moi, j'étais très ravie de t'accueillir aujourd'hui. Et puis, pour tous ceux qui écoutent cet épisode de podcast, n'hésitez pas à lui envoyer un message sur Instagram pour lui poser des questions si vous voulez poursuivre cette discussion avec elle. Et de mon côté, je n'ai plus qu'à vous dire à bientôt pour un prochain épisode de podcast. Merci à toi et bonne journée à tous.